L'aviation a toujours consisté à repousser les limites, mais le vol hypersonique porte cela à un tout autre niveau. Ce nouveau jet hypersonique des États-Unis pourrait rendre le monde plus petit que jamais en permettant des voyages à des vitesses bien supérieures à celles d'aujourd'hui. Quelles innovations technologiques soutiennent ces efforts et qui est impliqué dans cette mission audacieuse? Rejoignez-nous alors que nous examinons la force américaine testant le jet hypersonique le plus dangereux jamais conçu et qui est prêt à voler. Voyager dans le monde d'aujourd'hui est rapide. Mais il existe un moyen de rendre cela encore plus rapide, réduisant le temps de trajet à une fraction de ce qu'il est actuellement. Et cela devient une possibilité réaliste grâce au vol hypersonique, qui vise à atteindre des vitesses supérieures à Mach 5. Cependant, la réalisation de cette technologie implique de surmonter des défis majeurs en physique et en ingénierie. Tout d'abord, les vitesses hypersoniques génèrent une chaleur énorme. Il est connu que lorsqu'un avion vole à la vitesse de Mach 5, les molécules d'air ont tendance à se frotter les unes contre les autres, créant une chaleur supérieure à 1800 degrés Fahrenheit, une température suffisante pour faire fondre les matériaux ordinaires. Cela a conduit les ingénieurs à développer des matériaux à haute résistance thermique ainsi que des mécanismes de refroidissement spéciaux. Les avions hypersoniques doivent également faire face à la traînée, qui augmente fortement avec la vitesse et nécessite un système de propulsion bien plus puissant que les moteurs à réaction classiques. Pour compliquer encore davantage la conception, il faut différencier la propulsion hypersonique de la propulsion supersonique. Les avions supersoniques, comme le Concorde, utilisent des moteurs turboréacteurs, mais ces moteurs ne sont pas efficaces à des vitesses hypersoniques. Les avions hypersoniques peuvent être équipés de plusieurs types de propulsion, avec des turboréacteurs adaptés aux basses vitesses et des statoréacteurs ou superstatoréacteurs pour les hautes vitesses. Cependant, chacun de ces systèmes présente des défis. Par exemple, les statoréacteurs et superstatoréacteurs ne peuvent être allumés qu'à des vitesses supersoniques, ce qui rend les phases de décollage et d'atterrissage particulièrement complexes sur le plan technique. En plus de la propulsion, maintenir la stabilité et le contrôle à des vitesses hypersoniques dans l'atmosphère est un défi d'ingénierie majeur. À ces vitesses, l'écoulement de l'air devient instable et doit être modélisé et prédit à l'aide de la dynamique des fluides computationnels, CFD, lors de la conception ou à travers des systèmes de contrôle avancés qui ajustent instantanément l'aérodynamique de l'appareil. Néanmoins, la recherche sur les capacités hypersoniques reste pertinente en raison de son potentiel révolutionnaire. Mais quelles technologies rendent possible le passage de la théorie à la mise en œuvre? Plusieurs innovations sont déjà en développement et ouvrent la voie au vol hypersonique. L'une d'elles est la création de moteurs hybrides, notamment le moteur Chimera développé par Airbus. Il s'agit d'un moteur à cycle combiné basé sur une turbine, TBCC, qui fusionne les caractéristiques des turboréacteurs, statoréacteurs et superstatoréacteurs, le rendant particulièrement efficace. Les moteurs TBCC sont innovants car ils combinent les avantages de chaque système de propulsion tout en minimisant leurs inconvénients. Par exemple, le turboréacteur permet un décollage efficace et performant à basse vitesse, tandis que le statoréacteur et le superstatoréacteur prennent le relais pour atteindre les vitesses hypersoniques. Grâce au moteur Chimera, cette transition a été réalisée avec succès, marquant une avancée significative dans le domaine de la technologie hypersonique. Un autre domaine clé est la science des matériaux. Construire des avions hypersoniques nécessite l'utilisation de matériaux avancés tels que des alliages, des céramiques et des composites capables de résister aux contraintes thermiques et mécaniques extrêmes. Certains systèmes intègrent des circuits de refroidissement où la chaleur est dissipée à travers des canaux internes pour éviter l'effondrement structurel. Les systèmes de navigation et de contrôle sont également essentiels pour optimiser la consommation de carburant et garantir la sécurité. À des vitesses hypersoniques, toute erreur minime ou retard dans le traitement des données peut être catastrophique. Des capteurs sophistiqués, des systèmes de contrôle de vol basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique
permettent une prise de décision instantanée en fonction des conditions environnementales. Pour améliorer encore l'efficacité, certaines entreprises adoptent des approches économiques dans le développement de leurs produits, en utilisant des composants facilement disponibles pour concevoir leur environnement de test. Par exemple, Hermus a intégré le moteur Chimera avec l'aide de turbines existantes, notamment la General Electric J85. Cette approche a permis de réduire considérablement le temps et les coûts par rapport aux méthodes traditionnelles, accélérant ainsi le développement du projet. Mais comment ces innovations sont-elles appliquées au nouveau modèle hypersonique? Avec son programme Quarter Horse, Hermus se concentre sur le développement des technologies hypersoniques. Ce programme vise à tester et affiner les capacités de vol hypersonique à travers une série de prototypes de plus en plus avancés, Mk0, Mk1, Mk2 et Mk3. Le premier prototype, le Mk0, a servi à tester les équipements et les fonctionnalités fondamentales, notamment le contrôle à distance et la gestion depuis le sol. Sa construction n'a pris que 6 mois et il a réussi les tests de performance, y compris la surveillance de l'état du système et les tests de liaison perdus, lors d'une évaluation au Arnold Engineering Development Complex de l'US Air Force. Sur la base de ces résultats, Hermus a ensuite présenté le Mk1, un véhicule piloté à distance, dont le premier vol d'essai est prévu avant la fin de l'année 2024. Ce modèle sera conçu pour tester les phases de décollage et d'atterrissage à grande vitesse, un élément crucial pour l'avenir du vol hypersonique. Le Mk2, quant à lui, sera équipé du moteur Chimera 2 amélioré qui, grâce à l'intégration de composants plus puissants pour ce modèle spécifique, sera capable d'atteindre une vitesse allant jusqu'à Mach 2,5. L'objectif le plus difficile est associé au Mk3, qui est conçu pour dépasser le record actuel de la vitesse maximale de l'air détenu par le SR-71 Blackbird. Le Mk3 est conçu pour effectuer des transitions de vol entre le turboréacteur et le statoréacteur et vise à atteindre Mach 4. Ces itérations ne montrent pas seulement à quelle vitesse les plateformes hypersoniques peuvent être développées, mais aussi à quelle vitesse les projets doivent évoluer. Avec chaque version, Hermus s'approche progressivement de l'objectif de vol hypersonique ordonné. Alors, quel avenir ces technologies ont-elles dans les applications commerciales? Bien que la technologie hypersonique ait été principalement appliquée dans les domaines de la défense et de la recherche, des entreprises comme Hermus cherchent maintenant à explorer des moyens d'appliquer cette technologie dans le domaine de l'aviation commerciale. Des projets potentiels dans le modèle économique de petite échelle, comme l'avion de passagers connu sous le nom de Halcyon, démontrent la possibilité de cet avenir. L'application potentielle des avions hypersoniques inclut le transport aérien longue distance, réduisant considérablement le temps entre New York et Londres à 3/4 d'heure ou 90 minutes, si vous préférez. Cette vitesse est atteinte à des altitudes opérationnelles supérieures à 100 000 pieds, où il y a moins de résistance de l'air et de traînée, ce qui entraîne une consommation de carburant plus faible. Cependant, plusieurs défis restent indispensables avant que cette vision ne devienne une réalité. Un obstacle majeur est le bruit. Les bangs soniques produits par les avions hypersoniques peuvent causer des nuisances dans les régions peuplées. Pour y remédier, des experts travaillent sur la conception d'avions produisant moins de bruit et sur l'identification de trajets aériens passant au-dessus de la mer et des zones peu peuplées. Certains des défis incluent les impacts environnementaux, car les moteurs hypersoniques ont des taux d'émission plus élevés par distance parcourue. Cependant, les recherches actuelles sur le développement de carburants durables et de technologies avancées pour les moteurs pourraient compenser cet effet. Cependant, le plus grand défi reste le coût de création et de maintenance des avions hypersoniques. Ces avions utilisent des matériaux et des technologies de pointe, ce qui rend leur prix élevé, et ils peuvent donc ne pas être facilement accessibles. Toutefois, les leçons tirées des premiers prototypes, tels que le Quarter Horse, pourraient aider à réduire le coût de production au fil du temps. Enfin, pour permettre l'utilisation des véhicules hypersoniques, des cadres réglementaires doivent être développés. Des considérations supplémentaires
tels que les traités régissant l'utilisation de l'espace aérien international, les exigences de sécurité et les normes relatives au bruit devront être adaptées pour permettre l'utilisation régulière de ces technologies à des fins commerciales. Cependant, le financement majeur et la coopération d'institutions comme la NASA ainsi que de l'US Air Force témoignent de la faisabilité du voyage hypersonique. Est-il possible que le Halcyon devienne le Concorde du futur? Ou un nouveau concurrent est-il à l'horizon pour menacer la suprématie de Hermus? Le vol hypersonique est le rêve des avions de demain pleinement réalisé et mis en œuvre à un rythme digne de la science-fiction. Si cela va changer l'aviation comme prévu, cela dépendra des problèmes techniques liés à la machinerie, des améliorations des prototypes comme le Quarter Horse et des enjeux sociétaux. Bien que tout cela soit impressionnant et unique, permettant de voyager plus vite qu'auparavant, qu'est-ce qui a conduit à cela et sur quelle base ce projet est-il fondé? L'application du vol hypersonique, qui est définie par des vitesses supérieures à Mach 5, a ses origines dans le désir incessant de vitesses plus élevées et l'évolution constante des technologies aéronautiques. Bien avant les avancées actuelles, le processus a commencé avec des objectifs militaires et des avions d'essai conçus pour explorer les limites du vol dans l'atmosphère terrestre. Au milieu du XXe siècle, la rivalité des superpuissances mondiales pendant la guerre froide a accéléré l'innovation aérospatiale. Les superpuissances militaires ont investi dans des systèmes de reconnaissance et de défense à haute vitesse, ce qui a conduit à des avancées technologiques, notamment avec le SR-71 Blackbird. Conçu pour l'US Air Force par Skunk Works de Lockheed, le SR-71 pouvait atteindre Mach 3,3 et plus de 85 000 pieds. Cet avion remarquable utilisait souvent les moteurs Pratt & Whitney J58, qui était un hybride des technologies de turboréacteurs et de statoréacteurs. Bien que le Blackbird ne soit pas définitivement un avion hypersonique, il a fourni une expérience précieuse en résolvant les problèmes de contrôle thermique et de puissance à haute vitesse. En parallèle, la NASA et les installations de recherche militaires ont commencé à utiliser des avions propulsés par fusée pour étudier les possibilités de vol hypersonique. Le programme X-15 de la NASA, soutenu par l'US Air Force, a atteint une vitesse de Mach 6,7 au début des années 660. Capable d'atteindre une vitesse maximale de plus de Mach 6, le X-15, avec ses moteurs à fusée à carburant liquide, a connu un immense succès dans l'étude du vol hypersonique. Cependant, sa dépendance radicale à la propulsion par fusée limitait ses capacités à effectuer des trajets constants dans l'atmosphère. La recherche du vol hypersonique soutenu a pris un tournant dans les années 1980 avec le programme du National Aerospace Plan, NASP, ou X-30. Initialement proposé comme un véhicule à étage unique vers l'orbite, le NASP envisageait l'utilisation de technologies avancées de propulsion et de matériaux composites pour atteindre des vitesses hypersoniques. Bien que le programme ait été arrêté en raison de problèmes techniques et budgétaires insurmontables, il a grandement contribué aux avancées scientifiques en sciences des matériaux, modélisation computationnelle et systèmes de propulsion. Vers la fin des années 1990 et au début des années 2000, de nouveaux avions passionnants tels que le Boeing X-43 et X-51 ont prouvé que le scramjet, ou statoréacteur à combustion supersonique, était une véritable possibilité. Ces véhicules, capables d'atteindre plus de Mach 7, ont démontré la possibilité d'utiliser des scramjets dans les technologies hypersoniques. Ils ont également mis en évidence certains inconvénients majeurs, comme le problème de maintenir la combustion à des vitesses élevées ou le besoin de sources de puissance supplémentaires pour aider l'appareil pendant la phase de décollage. Ces travaux préliminaires ont formé la base des avancées hypersoniques contemporaines ainsi que les premières étapes vers des perspectives créatives dans les dispositifs de propulsion et les modèles supérieurs. Mais quelles avancées particulières dans la conception des moteurs ont permis la progression vers le vol hypersonique? La technologie de propulsion est au cœur du vol hypersonique, et comprendre l'évolution des moteurs à fusée primitifs aux systèmes hybrides contemporains a pris des décennies. Les moyens de propulsion précédents,
comme les turboréacteurs et les fusées, se sont avérés inefficaces pour maintenir le mouvement hypersonique et nécessitaient des conceptions innovantes capables de fonctionner efficacement pendant le vol hypersonique. Les premières tentatives pour atteindre la vitesse hypersonique utilisaient la propulsion par fusée. Des moteurs comme le Reaction Motors XLR-99, qui alimentait le M2 dans le X-15, fournissaient une poussée vectorielle délivrant une puissance brute pour des vitesses supérieures à hypersonique. Ces moteurs utilisaient de l'oxygène liquide et de l'ammoniac anhydre et produisaient une grande poussée. Cependant, l'utilisation d'oxydants à bord et le taux élevé de consommation de carburant les rendaient inadaptés à une utilisation dans l'atmosphère. Les moteurs à fusée ont fourni un aperçu initial de l'environnement hypersonique, mais ils n'étaient pas bien adaptés pour des missions de longue durée, des périodes prolongées sur station ou une utilisation efficace du carburant. Cette limitation a conduit à la création de systèmes de propulsion respirants pour la poussée nécessaire. Les turboréacteurs sont devenus une innovation spéciale dans les centrales électriques aéronautiques, utilisant l'oxygène de l'atmosphère pour la combustion. Ces moteurs, qui compressent d'abord l'air provenant des prises d'air avant de le mélanger avec le carburant, conviennent bien aux avions subsoniques et supersoniques. Cependant, en raison de la traînée élevée et des contraintes thermiques, leur performance se dégrade au-dessus de Mach 3. Les moteurs installés sur les modèles SR-71 Blackbird étaient des Pratt & Whitney G58, et ils ont introduit certains éléments du statoréacteur à haute vitesse. Ces moteurs pouvaient passer en mode turboréacteur et statoréacteur, la capacité du statoréacteur permettant au SR-71 de maintenir une vitesse allant jusqu'à Mach 3,3. Cependant, l'utilisation de ces capacités ne pouvait être considérée comme une stratégie appropriée pour les voyages hypersoniques. Après le développement des moteurs à jet, les statoréacteurs, qui n'utilisent aucune forme de compresseur rotatif mais s'appuient plutôt sur le mouvement de l'avion, sont devenus la progression suivante dans les dispositifs de propulsion. Les turboréacteurs sont moins compliqués et plus légers que ces moteurs, et donc adaptés au vol supersonique. Mais les performances sont optimales jusqu'à Mach 3, car l'air entrant dans la chambre de combustion devient très chaud et ne peut pas être combusté efficacement. Ce problème est éliminé dans les scramjets, une variation des statoréacteurs qui maintient un écoulement supersonique tout au long du moteur. Ces moteurs permettent une combustion stable à des vitesses supérieures à Mach 5 et sont un aspect fondamental de la conception hypersonique actuelle. Quelques exemples de propulsion par scramjet à des vitesses supérieures à Mach 7 incluent le X-43 de la NASA et le X-51 de Boeing. Néanmoins, les scramjets ne sont pas efficaces à faible vitesse et nécessitent une source de puissance supplémentaire pour que le véhicule atteigne la vitesse où un scramjet peut être utilisé. Les moteurs TBCC ont révolutionné le système de propulsion hypersonique en inaugurant une nouvelle phase. En tant que combinaison de systèmes de turboréacteurs, statoréacteurs et scramjets appliqués dans une unification, les moteurs TBCC répondent aux inconvénients des solutions uniques. Les turboréacteurs délivrent de la poussée à basse vitesse, les statoréacteurs sont destinés aux vitesses supersoniques et les scramjets sont destinés aux vitesses hypersoniques. Le moteur Chimera de Hermus est un bon exemple du système TBCC, car il combine la technologie de turbine préexistante avec les parties de statoréacteurs et de scramjets conçus sur commande. Ce design permet de passer d'un mode de propulsion à un autre, permettant ainsi une puissance optimale à différentes vitesses. L'accomplissement technique du moteur Chimera pour passer du mode turboréacteur au mode statoréacteur est une grande réalisation hypersonique qui pave la voie à des systèmes plus complexes, comme le Chimera 2. Ces systèmes de propulsion ont mis des décennies à évoluer. Des idées et des expériences créant des exemples éclatants de moteurs fusées en développement. Les échantillons de base sont essentiels au développement hypersonique, car ils servent de terrain d'essai pour la propulsion, les matériaux et les lignes de stabilité. Les prototypes actuels se sont élargis à partir des avions expérimentaux, tirant parti des conceptions antérieures
et mettant en œuvre des caractéristiques non disponibles dans les avions hypersoniques antérieurs pour réduire les défis rencontrés dans le maintien du vol hypersonique. Les projets X-43 et X-51 ont été cruciaux, car ils ont ouvert la voie à la propulsion par scramjet parmi les projets de haute vitesse de développement des scramjets. Le X-43 lui-même a atteint une vitesse de Mach 9,6 en 2004 et est ainsi devenu le véhicule respirant le plus rapide du monde. De même, le X-51 a testé avec succès le scramjet à Mach 5,1 en 2010 pour un vol de 4 minutes, favorisant des avancées supplémentaires du scramjet pour une utilisation hypersonique. Cependant, ces programmes ont également révélé certaines carences inhérentes au scramjet, telles que la nécessité d'un système de propulsion à fusée supplémentaire et l'instabilité de la combustion à des vitesses très élevées. La glissade à haute vitesse a été testée par le véhicule de technologie hypersonique DARPA Falcon Hypersonic Technology Vehicle 2 HTV2 pour le vol hypersonique. Le HTV2 a été initialement lancé par une fusée et a atteint Mach 20 avant de commencer à glisser vers sa destination prévue depuis l'espace. Bien que le programme ait rencontré des problèmes tels que la protection thermique et la stabilité aérodynamique du véhicule, il a fourni des données utiles pour la conception de véritables véhicules hypersoniques devant rester en vol pendant des périodes prolongées. Les entreprises privées prennent de plus en plus les devants dans le développement de la technologie hypersonique, comme l'ont montré les dernières années. Parmi les entreprises qui participent à cette industrie, on trouve Airbus, qui a évolué vers un système plus raffiné de création de ses prototypes grâce au programme Quarterhorse. Contrairement aux tentatives précédentes qui dépendaient encore du soutien gouvernemental, Airbus met en avant la nécessité de travailler rapidement, en cycle et avec des budgets serrés. Le programme Quarterhorse comprend 4 modèles, Mk0, Mk1, Mk2 et Mk3, qui sont tous des prototypes pour les essais en vol hypersonique. Le Mk0 a été utilisé comme modèle d'essai au sol pour tester les structures principales et les systèmes clés. Le Mk1, dont les essais en vol devraient débuter à la fin de 2024, servira à tester les capacités de décollage et d'atterrissage verticaux à grande vitesse. Le modèle Mk2 représente un nouveau palier avec le moteur Chimera 2, qui pourrait atteindre une vitesse maximale de Mach 2,5. Cette version tentera de passer du mode turboréacteur au mode statoréacteur, établissant ainsi les bases du développement du Mk3, conçu pour établir un record de vitesse en vol, actuellement détenu par le SR-71 Blackbird. Le fait que le programme Quarterhorse soit divisé en phases modulaires et que le temps de développement de ce produit ait été considérablement réduit prouve que le secteur privé peut contribuer au développement de la technologie hypersonique. Et avec chaque prototype, le rêve du vol hypersonique et la possibilité de l'atteindre deviennent de moins en moins un rêve et de plus en plus une réalité. Dans ce processus, de nouvelles dimensions pour l'aviation émergent, ouvrant des opportunités non seulement pour le domaine militaire, mais aussi pour l'aviation commerciale. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir plus de vidéos comme celle-ci. À bientôt, au revoir.